Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 22 juin 2025, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir sur une news que j'ai vue énormément relayée, les fameux 16 milliards de mots de passe qui auraient fuité suite à un leak de Apple, Google, Facebook et des plateformes gouvernementales. Alors j'ai creusé un petit peu de mon côté et a priori ça a plus l'air d'être une sorte de compilation de données qui avaient fuité. Alors peut-être que dans le lot il y en a des récentes, il y en a des nouvelles. Oui, c'est jamais bête de changer ses mots de passe de temps en temps, mais a priori aussi, de ce que j'ai vu, c'est pas les mots de passe directement qui ont fuité, c'est les hashes des mots de passe. Donc quand vous connectez sur Google et compagnie, en fait, Google va pas voir votre mot de passe en clair, il va voir un hash. C'est un petit peu comme ce qu'on a sur un portefeuille crypto. On a une adresse publique et on a aussi notre clé privée. Personne va la voir, la clé privée. Pourtant, c'est ce qui nous sert à nous connecter quand on va sur PancakeSwap, sur Hyperliquid, sur n'importe quel protocole. On a cette clé privée qui nous sert à nous connecter, mais évidemment on n'a pas besoin de l'afficher en clair. C'est le même principe du coup pour les mots de passe. Il y a un algorithme qui va transformer votre mot de passe en un hash, ça s'appelle comme ça, et du coup on peut pas faire grand chose de ce hash, parce que faire la fonction inverse pour récupérer le mot de passe, c'est quasi impossible selon les algorithmes. Et vu l'avancement pour l'instant des ordinateurs quantiques, on a encore le temps de voir venir, on va dire. Dans la foulée, par contre, il y en a un qui est pas bête, c'est le PDG de Tether qui a dévoilé PeerPass, un gestionnaire de mots de passe local et open source. Il n'y a pas que eux évidemment, il y en a plein des gestionnaires de mots de passe. Je trouve que c'est pas une si mauvaise solution. En tout cas, voilà, j'avais envie de revenir sur ça parce que je vois beaucoup de médias relayer ce truc, et dès que c'est un peu gros, en fait, dès qu'il y a un truc qui est un peu gros, c'est tout de suite relayé de partout. C'est un peu dommage, je trouve qu'il y a des médias qui font pas assez leur travail de recherche. Mais bon, là, on va aller dans des débats qui sortent un petit peu du cadre de l'émission. On va d'abord faire les petites news Bitcoin maximalistes, comme à mon habitude, j'aime bien commencer par ça, voilà, ça me chauffe un petit peu pour les news. Donc on a le CEO de Tether, encore lui, Paolo Ardoano, qui a dit aussi que Bitcoin et les stablecoins vont faire de l'Amérique une Amérique plus forte, will make America stronger. Je suis plutôt d'accord avec ça, parce que, Bitcoin c'est assez évident, mais les stablecoins c'est surtout parce que, est-ce que vous utilisez beaucoup de stablecoin euro, de stablecoin, je sais pas, sur le dollar canadien, sur le yen? Ils ont pour l'instant la main prise un petit peu sur le marché des stablecoins, et ils ont un énorme avantage du coup concurrentiel, on va dire, les États-Unis. Alors ça reste encore petit, le marché des stablecoins, on est d'accord, mais quand même, dans la vie de tous les jours, je vais utiliser l'euro, mais sur mon portefeuille, j'ai que des stablecoins dollars. C'est comme ça, c'est la vie. On a Kindly MD qui lève 51 millions de dollars pour étendre sa trésorerie de Bitcoin. Au total, ils ont levé 763 millions de dollars. Voilà, encore une boîte qui lève des sous. Semler Scientific aussi, ils sont assez connus parce que ils ont la même stratégie que Strategy, Metaplanet et compagnie. Ils achètent beaucoup de Bitcoin et ils ont un objectif d'achat de BTC, 10 000 Bitcoin d'ici fin 2025 et jusqu'à 105 000 d'ici fin 2027. Il y a aussi un objectif de 42 000 en 2026, donc c'est quand même de sacrés objectifs. Je me dis que s'il y a de plus en plus comme ça de boîtes qui ont un objectif d'atteindre 0,5-1% de la supply de Bitcoin, au bout d'un moment, forcément, s'il y a beaucoup de demandes, on va dire, l'offre elle reste limitée sur Bitcoin. Donc est-ce qu'ils vont réussir à continuer d'en accumuler à 100 000 dollars? Est-ce qu'au final, il y aura vraiment plein d'autres gens qui vont vouloir s'y intéresser, et est-ce que le prix va monter? Ou alors, il y a juste 10 boîtes de paumés qui vont investir à fond sur Bitcoin, et à la fin, ils vont tous regarder, genre, qui vend en premier? Ah, t'as vendu, ok, je vends. J'en sais rien. Moi, je suis toujours plutôt positif sur BTC long terme, mais c'est vrai que c'est curieux. Je me demande quand même si ça va continuer de se démocratiser, ce genre de stratégie, ou si ça va être assez limité, et un jour peut-être qu'il y aura des retournements, peut-être que ce sera juste un cycle comme les autres, ces retournements, on verra bien. D'ailleurs, on a aussi le Texas qui, ça y est, c'est officiellement promulgué, leur stratégie de Bitcoin est lancée. Je sais pas si pour l'instant il y a déjà des liquidités dessus, mais à mon avis on en reparlera probablement, et c'est le 3e état aux États-Unis à avoir une réserve de Bitcoin. Il y avait aussi l'Arizona, là il y a que les deux
lettres, c'est un petit peu comme les départements chez nous, vous voyez, on a des chiffres, hein, 75, etc. Comme pour l'identifiant de nos départements. Aux États-Unis, ils ont des lettres. Alors AZ c'est Arizona, TX c'est Texas, NH, je crois que c'est le New Hampshire, mais je suis pas sûr à 100%, donc voilà, ce seraient ces 3 états-là qui auraient déjà une réserve de Bitcoin. Ah, j'ai vu une news passer sur le journal du coin. En ce moment, journal du coin un petit peu léger, hein, je sais pas qui vous avez recruté pour les news, mais bon, c'est pas foufou, hein. Bref, l'activité sur le réseau Bitcoin est retombée à son plus bas niveau depuis plus d'1 an, avec une moyenne de seulement 350 000 transactions par jour. Ce recul témoigne d'un essoufflement de l'engouement pour les protocoles Runes et Ordinal, autrefois moteur d'une partie, hop, faut que je clique pour avoir la suite, de l'activité sur le réseau. Alors c'est vrai, l'activité a diminué hein, sur Bitcoin comparé à 2024 où c'était remonté, on a fait des ATH, il y a eu beaucoup d'utilisation en 2024, mais quand même, quand on dézoome, c'est pas dramatique. Honnêtement, vous avez le graphique à l'écran, alors je sais qu'il y en a qui écoutent les émissions, mais voilà, le graphique est pas non plus dramatique. Là, j'ai pris le screenshot sur 3 ans, mais forcément, si on revient avant 2023 et compagnie, y a pas grand chose. Quoique, attendez, non, je vais quand même aller vérifier parce que je suis complètement con, il y a le cycle de 2021. Alors, je sais pas s'il y a eu tant d'activité que ça sur Bitcoin en 2021. Non, c'est bien ce que je pensais. Là, il y a le graphique en entier, j'ai mis la source en plus sur mon tweet, donc il y a le graphique en entier, c'est bien ce que je pensais. En 2021, on n'a pas eu trop de pics de transactions sur Bitcoin, on était autour des niveaux qu'on a actuellement en fait, alors que c'était l'euphorie de 2021, hein. Regardez, 2021 le nombre de transactions Bitcoin a même descendu, alors que c'était le top du bull run, mais bon, je dis ça, je dis rien. En 2018 il y avait, en 2017-2018 il y avait déjà autant d'activités à certains moments de l'année. Voilà, je suis désolé, certes c'est en baisse par rapport au niveau qu'on a eu quand il y a eu Runes, Ordinals et compagnie, ça c'est vrai, ça a ajouté des nouveaux cas d'utilisation, on va dire, sur Bitcoin, même si bon, c'était des cas d'utilisation très spéculatifs et très limités, mais quand même, je vois plus ça d'un mauvais œil. Au début, j'avais du mal avec les Runes, les Ordinals et compagnie, mais maintenant, bon, tant bien que leur fasse, hein, s'ils veulent que ça existe, écoutez, hein, ça peut toujours faire de l'activité sur le réseau. Et oui, il y a une question qui se pose, mais sur le long terme, comment on va faire? Les mineurs de Bitcoin, ils auront plus de récompenses en Bitcoin, comment ils vont être payés, blablabla. C'est un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois en live et compagnie. C'est intéressant comme sujet, mais il y a plein de trucs tout bêtes qu'on met pas dans l'équation. Les mineurs, ils ont des machines pour miner. Les machines, avec le temps, elles deviennent de plus en plus efficientes. Alors oui, c'est quand même limité hein, cet argument de l'avancée technologique, mais quand même, je l'entends pas souvent. Et un autre truc, pourquoi il y aurait pas de subvention par exemple pour le minage de Bitcoin? Non, parce que il y a énormément de domaines qui sont subventionnés dans votre vie de tous les jours, hein, les produits laitiers et compagnie, hein, juste ça par exemple, il y a des subventions énormes dans plein de domaines. Pourquoi l'avenir il y en aurait pas dans Bitcoin? S'il y a des pays, des États qui sont prêts à l'adopter en réserve stratégique ou quoi que ce soit, je pense qu'ils peuvent être prêts à investir un petit peu pour participer à la sécurité du réseau. Je sais pas. Je pense que ce sera à creuser dans les prochaines années, mais je serais pas étonné de voir des subventions ou quoi que ce soit pour faire tourner des mineurs de Bitcoin. Comme aujourd'hui, on a des trucs qui sont pas rentables, mais comme c'est subventionné un max, et ben voilà, ça fonctionne. On va enchaîner avec le reste de l'actu. Il y a BlackRock aussi qui détient désormais 3% de tous les Bitcoins via son ETF. Un petit peu anecdotique, mais ça me permet de faire la transition avec le prochain sujet, les ETF. J'ai vu quelques trucs passer sur ça, donc j'avais envie d'en parler. La Corée du Sud qui planifie, attendez, je préfère mettre la traduction, qui prévoit d'approuver Bitcoin et les ETF cryptographiques au cours du second semestre de cette année. Un petit peu en retard quand même, hein, la Corée du Sud, il y a des pays qui sont un peu plus en avance sur ça. Lancement des premiers ETF XRP au Canada. Bon, ça c'est pas nouveau, le Canada ils ont un temps d'avance hein, clairement par rapport aux États-Unis sur les ETF, ils en ont déjà sur de l'Ether staké depuis, ça doit faire 1 an, peut-être 2 ans déjà maintenant, donc ouais, voilà, ils ont quelques temps d'avance. En Europe aussi, hein, on a plein de produits de ce genre, donc ouais, je suis assez étonné que ce soit pas encore là en Corée du Sud, parce que mine de rien, ils ont quand même quelques exchanges, ils ont quand même quelques places de marché crypto, et ça m'étonne, je me serais attendu à ce qu'il y ait déjà des ETF là-bas. Et dernière news autour des ETF,
les ETF Solana, XRP et Dogecoin seront approuvés d'ici la fin de l'année selon les spécialistes des ETF Balkunas et Cephart. Alors, c'est plutôt un pourcentage de chance, hein, voilà, il y a pas de ça sera approuvé à la fin de l'année, point barre, c'est un pourcentage de chance, et il n'y a pas que ces cryptos là, hein. Il y a aussi Litecoin, il y a aussi Polkadot, Hashbar, Avalanche, il y a aussi un pourcentage plutôt élevé sur SUI quand même, et sur des paniers d'assets, sur des index, et à mon avis, alors on aura probablement franchement je serais pas du tout étonné que cette année on ait de l'ETF Litecoin ou Solana, même Dogecoin éventuellement. BlackRock, faut savoir qu'ils ont plus de 400 ETF. J'ai été chercher un petit peu, mais bon, c'est une galère, hein. Il y a trop d'ETF, donc j'ai même demandé à ChatGPT d'aller me chercher des ETF loufoques ou quoi que ce soit. Ils ont des trucs qui vont dans tous les sens, et ils ont des trucs aussi qui sont bizarrement étiquetés, je trouve. Par exemple, je suis tombé sur, ils en ont plusieurs je crois, mais je suis tombé sur un de leurs ETF Metaverse à iShares, donc à BlackRock, et en fait Metaverse, voilà, on pourrait s'attendre, qu'est-ce qu'il y a dans le Metaverse, qu'est-ce qu'il y a comme entreprise? Eh ben on a du Nvidia, on a du EA, donc on a du jeu vidéo, on a de l'intelligence artificielle. Ok, admettons, on a du Sony aussi, mais il y a des trucs qui ont rien à voir avec le Metaverse, genre 1,83% de cet ETF, c'est Dassault Systèmes. Quel rapport? Ils construisent j'allais dire des chars d'assaut, ils construisent des missiles, ils construisent des avions de chasse. Quel rapport avec le métaverse? Je sais pas trop. Même dans la première page, Roblox à la limite, Roblox, je trouve que ça a du sens. Meta, bon, ça a du sens aussi. Intel, ça a du sens. Nintendo, bof. Autodesk, je vois même pas ce que c'est Autodesk. Adobe, ouais, éventuellement. Mais ensuite, quand on va un peu plus loin dans les plus petites lignes de l'ETF, je trouve qu'il y a des choses qu'il faut aller quand même chercher loin. Il faut aller chercher assez loin. Donc, il y a beaucoup d'ETF qui regroupent des paniers comme ça d'actions sur des narratives. Je trouve que ça a beaucoup plus sa place sur les cryptos que juste des ETF simples sur une seule crypto, genre sur Polkadot, sur Cardano, voilà. Sur Bitcoin encore je peux comprendre, mais sur des petites cryptos je vois pas trop l'intérêt. Enfin, je sais pas, autant autant aller s'y exposer soi-même via des exchanges ou sur la blockchain. Je sais, oui, ça rentre pas dans le même cadre juridique, les ETF, c'est encadré différemment. Pour certains investisseurs, c'est plus simple d'accès, blablabla, blablabla. Mais je sais pas. Je pense quand même que les paniers de crypto, c'est un meilleur choix, quitte à s'investir dessus. Mais on verra. En tout cas, je suis plutôt optimiste sur tout ce qui va être panier, sur tout ce qui va être index, sur ce genre d'ETF, mais sur des trucs genre singulier sur un seul token, je sais pas, je trouve que je vois moins l'intérêt. Ensuite, on enchaîne avec Sei Network. Il y a une news du côté de Sei Network, et d'ailleurs le token a un petit peu pump grâce à ça, puisque l'état du Wyoming, alors je vais traduire le post pour que ce soit plus simple, là j'ai vraiment pas envie de me fatiguer. Donc Sei a été l'une des 2 blockchains sélectionnées lors du dernier tour par la Wyoming Stable Token Commission, une proposition monumentale pour le premier stablecoin émis par un État américain. Sei deviendra la chaîne monétaire, il s'agit d'une avancée majeure pour Sei qui continue de mener l'innovation cryptographique aux États-Unis. Alors je sais pas si on voit la deuxième blockchain, ça a l'air d'être Aptos, tiens, ok, c'est Aptos et Sei qui ont été choisis. Aptos, je pense pas que le token se soit particulièrement apprécié, j'ai pas fait attention. En tout cas, Sei, voilà, Sei a pris un peu de couleur. Mais bon, c'est pas un token non plus qui m'intéresse plus que ça, honnêtement. Il y a eu de la DeFi sympathique pendant un moment sur Sei, il y a pas si longtemps encore, mais voilà, je trouve que ça c'est déjà un petit peu passé, malheureusement. Ça dure jamais éternellement les rendements super croustillants sur la DeFi, que ce soit sur Sei ou sur n'importe quel autre écosystème. En tout cas, voilà, news plutôt positive pour Sei, et hâte d'en savoir plus sur ce fameux stablecoin là du Wyoming. Ouais, je suis curieux. Tiens, ça va être une news qui va nous permettre d'enchaîner sur les mauvaises nouvelles du jour. Donc on a 225 millions de dollars qui ont été saisis par le gouvernement américain, 225 millions d'USDT. Donc écoutez, hein, ils accumulent comme ils peuvent, hein. J'avais reposté le truc en disant comme quoi le crime profite.
et c'est pas faux, mais ça dépend à qui ça profite. Bref, en parlant de crime, on enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour, et on va parler vite fait des enlèvements et compagnie. Il y a pas longtemps, il y a encore eu un TikToker qui s'est fait enlever, ils ont demandé 50 000 balles, et finalement il avait rien. Il y a eu une nouvelle tentative d'enlèvement liée à la crypto en Normandie, un nouveau kidnapping en France. Alors c'est pas un kidnapping, c'est un enlèvement, parce que voilà, c'est les enfants. Kidnapping, c'est les enfants. Donc un enlèvement d'un investisseur de 23 ans, séquestré pendant plusieurs heures. Les ravisseurs, ils avaient demandé un ledger et 5000 balles, je crois, à la compagne du gars. Enfin, bref, il y a des gens qui sont prêts à s'y mettre pour pas grand-chose. Et du coup, je vais être honnête, à force de voir tout ce genre de news, franchement, ça me donne envie d'arrêter le portefeuille que je fais tourner depuis 2022 et tout. Enfin, c'est juste aberrant. Voilà, c'est des questions que je me pose de temps en temps, et des fois je me dis qu'est-ce qu'il y a, il faut que j'attende qu'il m'arrive un truc pour et ensuite j'arrête, bref, ça m'énerve de voir ce genre de news passer. On va pas s'attarder plus longtemps que ça sur le sujet, en plus on a eu d'autres mauvaises nouvelles, donc voilà, hein, on va passer à la suite, sinon je vais m'énerver. On a du coup CoinMarketCap qui s'est fait hacker. Alors au début je m'attendais à une bête attaque DNS quand ils sont attaqués autour de leur nom de domaine. Parfois ça peut arriver qu'il y a un site qui se fasse hacker au niveau de son nom de domaine, et que ça redirige en gros vers une fausse page du site, etc. Il y a un truc qui se lance et qui vous demande de connecter votre wallet ou quoi que ce soit. Mais a priori là sur CoinMarketCap ce serait pas ça, ce serait vraiment quelque chose qui aurait été injecté au code du site. A priori rien à voir avec une attaque DNS de ce côté-là, donc est-ce qu'il y avait des développeurs chez CoinMarketCap qui étaient un petit peu véreux, j'en sais rien, mais bon, c'est résolu depuis, il y a plus de problème. Après je dis ça, je dis rien, CoinGecko, ils ont pas eu ce souci-là. Voilà, moi je préfère CoinGecko, de toute façon j'utilise pas CoinMarketCap. Ensuite, on a eu Nobitex Market, un exchange iranien qui s'est fait dérober plus de 85 millions de dollars. Bon, pas grand chose de plus à dire sur ça, il n'y a pas eu plus de news sur le sujet. 50 millions d'assets sur Tron, 24 millions sur des blockchains EVM, 2 millions de dollars de Bitcoin, 6,7 millions de Dogecoin. Comme quoi, même en Iran, ils ont plus de Memecoin que de BTC. Écoutez, faites ce que vous voulez de la news. Et pour terminer les mauvaises nouvelles du jour, celle-ci elle est quand même un petit peu drôle, enfin disons elle est plutôt ironique. On a le token de Hacken. Alors Hacken, ils font des audits, c'est une compagnie de sécurité. Ils ont un token, c'est pas les seuls, Certic, ils ont lancé le leur en 2021, donc voilà, ça date un petit peu. Leur token AI a été hacké. Voilà, le prix s'est écroulé, moins 99%. Je trouve ça tellement ironique que ce soit le token d'une boîte qui fait des audits qui se soit pété la gueule. Enfin, vraiment, avouez qu'il y a quand même quelque chose de marrant dans tout ça. Ça va peut-être aussi entacher un petit peu leur crédibilité, honnêtement. Je pense qu'il y a des protocoles qui ont fait des audits chez Hacken, ils vont se dire, on va peut-être aller voir ailleurs. Hacken, voilà, on va utiliser ChatGPT à la place, à la limite. Ça fera tout autant l'affaire. Bref, on enchaîne avec Nook Savings, on enchaîne avec les levées de fonds, mais là du coup j'embraye directement avec le nom du premier protocole, j'imagine, de la première boîte qui a levé des fonds, donc Nook Savings. Je sais pas si c'est un rapport avec Animal Crossing, vu qu'on a Tom Nook qui est un putain de rapia dans le jeu. Bref, ils ont levé 2,5 millions de dollars, a priori ça va être sur la blockchain Base, et c'est vendu comme une application de yield élevé sur la DeFi. Pourquoi pas, si c'est intéressant, j'en reparlerai. Bitvault, un protocole de stablecoin backé par du Bitcoin. Alors c'est écrit institutionnel, donc je sais pas si ce sera réservé au commun des mortels, mais bon, c'est toujours intéressant de voir ce genre de produit, je trouve. Uptopia, une plateforme de découverte et de lancement de jeux vidéo, 4 millions de dollars de levée, toujours dans la même narrative des jeux Web3 et compagnie machin truc. On a le jeu Wildcard qui a levé 6 millions de dollars. Dans les investisseurs on retrouve Paradigm et Arbitrum parce qu'ils ont une branche gaming. Pour l'instant, honnêtement, j'ai bruit d'aucun truc qui soit sorti sur l'écosystème d'Arbitrum, on va dire, et qui soit un tant soit peu intéressant, mainstream, mettez le mot que vous voulez. Donc peut-être que leurs investissements finiront par porter leurs fruits, mais je suis désolé, tout ce qui est jeu Web3 et compagnie, je peux pas m'empêcher de voir ça comme des emplois fictifs, j'en sais rien. Vraiment, il y a énorme.
Franchement, il y a des millions de dollars qui sont levés sur ce genre de jeu et je vois toujours rien. À côté, t'as des randoms qui arrivent, ils ont taffé pendant 1 an ou 2 sur leur jeu, ça explose sur Steam. Voilà, je pense à Balatro, vu que le jeu s'appelle Wildcard. Balatro, c'est un jeu de cartes. Donc, je sais pas. Comment ces studios ils font pour lever 6 millions de dollars et pas sortir de trucs un tant soit peu convaincants. C'est un mystère. Mais d'ailleurs, hein, si ça intéresse certaines personnes, j'ai changé ma biographie sur Twitter, voilà. Si vous avez un emploi fictif à pourvoir, je suis preneur, mais attention, hein, 5K minimum par semaine, on m'attrape pas comme ça. Il faut mettre les bifetons sur la table. Évidemment, hein, c'est une blague, hein, j'ai mis ça pour la blague. Je suis jamais sérieux dans ma bio sur Twitter. On enchaîne avec Gradiant, j'ai pas envie de me fatiguer pour celui-là. Un projet intelligence artificielle sur Solana, ils ont levé 10 millions de dollars, et on termine par TAC. Ah, TAC, c'est un petit peu le Turtle Club de l'écosystème Ton, hein, voilà, pour ceux qui voient ce que c'est Turtle Club, globalement c'est un truc qui vous permet d'avoir des points, ils ont des partenariats avec des protocoles et compagnie. Peut-être que c'est sympa, en tout cas ils ont levé 5 millions de dollars et comme Turtle Club, ils ont aussi réussi à lever des fonds, je sais pas comment ils font honnêtement, mais je sais pas si c'est de l'argent qui va être investi dans le projet, je pense que c'est de l'argent qui sert à payer des emplois fictifs. Donc un petit coucou s'il y en a qui travaillent chez Turtle Club ou TAC, hein. Je remets ma proposition parce que certes on rigole, mais si vraiment on me fait ce genre de proposition, c'est vrai que c'est alléchant. Faudrait lire quand même les contrats et les petites lignes, hein. Faut pas non plus que je me fasse avoir. Allez, on enchaîne comme d'habitude avec la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer plus ou moins rapidement, et aujourd'hui ça m'étonnerait qu'on s'attarde 10 minutes sur les news pures et dures sur la DeFi, tout simplement parce que j'ai pas vu grand chose d'intéressant ces derniers jours. Donc on va commencer par CoinGecko. J'ai vu passer un truc ultra intéressant, il y a un projet qui s'appelle Fileverse, et je sais pas depuis quand ils ont lancé ça, mais ils ont lancé un équivalent des tableurs de Google, donc ça s'appelle D-Sheets, pour Decentralized Sheets. Alors oui, quand on le prononce en anglais, le mot il est bizarre, mais voilà, c'est tableur, hein, globalement en français. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce tableur? Eh ben, il intègre nativement l'API de CoinGecko, du coup on a des formules toutes simples à rentrer pour avoir le prix d'un token et compagnie, et du coup je trouve ça hyper intéressant pour la gestion d'un tableur. On peut automatiser certaines choses, donc voilà, pour ceux qui étaient du genre à s'embêter, à essayer d'intégrer ce genre d'API manuellement sur un tableur ou quoi que ce soit, vous avez un tableur qui va utiliser l'API de CoinGecko, donc si vous avez besoin du prix d'une crypto sur votre tableur, et ben hop, ça va aller la chercher sur CoinGecko, ça va se mettre à jour automatiquement, enfin c'est super pratique, et il faudrait que je me trouve le temps. Je sais que de temps en temps je me dis il faut que je trouve le temps et je vais pas le faire pendant 1 semaine, 2 semaines, voire jamais, c'est pas bien, mais voilà, pour l'instant j'ai pas trop le temps, j'espère que je trouverai le temps de creuser un petit peu plus ce tableur et potentiellement de migrer dessus parce que ça m'a l'air intéressant. On a, alors bon, ça pour le coup c'est un petit peu pour la blague, je voulais le mettre en même du jour, mais je voulais terminer la vidéo autrement aujourd'hui. Donc on a Garuda DeFi, un DEX sur Terra classique qui est traqué par DeFi Lama. Voilà, j'ai juste trouvé ça hilarant. Je me suis dit, il y a de la DeFi déjà sur Terra classique et il y a DeFi Lama qui se met à traquer ce genre de choses. Alors je pense que c'est les protocoles qui vont faire la demande, qui envoient leur dossier, on va dire, à DeFi Lama. Et DeFi Lama, comme c'est le mastodonte de la DeFi, hop, il l'intègre. Mais ouais, j'ai trouvé ça étonnant de voir un projet sur Terra classique être listé sur DeFi Lama. On a Ethereal, le fameux DEX de Ethena, et j'ai oublié quelle autre boîte il y a derrière. Bref, c'est un gros projet, rien que sur les vaults de pré-dépôt sur cet écosystème, il y avait 2 milliards je crois de déposés, donc ils ont attiré un petit peu de monde Ethereal, et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils ont lancé en testnet en tout cas un produit similaire à Hyperliquid, hein, donc un protocole de perpétuel où on peut aller faire des trades. Ça m'intéresse pas du tout de farmer les testnets, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, je pense que ça peut être un candidat sympathique Ethereal à farmer de ce côté-là. On a Suilent qui lance une nouvelle fonctionnalité, alors ça a été lancé il y a quelques jours déjà, mais je trouve que c'est une fonctionnalité super intéressante. On peut avoir des intérêts bonus sur Suilent quand on va déposer des tokens. Parfois on peut avoir des intérêts bonus en token SUI, en ce moment quand on dépose des tokens Walrus, on a des intérêts bonus en Walrus. Eh bien Suilent, il vous propose de soit réclamer vos tokens directement dans votre portefeuille, soit de les réclamer, de les redéposer. Ça c'est sur le protocole depuis quelques temps, mais depuis peu, il vous propose même
de tout réclamer en USDC, et ça peut être déposé directement aussi sur Suilend éventuellement. Voilà, j'ai trouvé que la fonctionnalité était super. C'est le seul protocole de lending à ma connaissance qui fait ça, donc c'est très très cool de la part de Suilend. Toujours sur l'écosystème Sui, on a 7K qui tease LP Pro. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle fonctionnalité qui va arriver? 7K, c'est un agrégateur, donc pour faire des swaps, c'est plutôt efficace. Et là, LP Pro, bon, vu son nom, hein, évidemment, on se doute que ça va être autour des pools de liquidité. Je pense que ça va être un manager de pools de liquidité concentré sur Sui, parce que on a des protocoles de pools de liquidité concentrés, hein, on a Momentum, on a Cetus qui a pris un gros coup il y a pas longtemps, mais il existe encore, on a un autre protocole à la con qui s'appelle Magma aussi, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'outils pour automatiser ces pools de liquidité sur Sui, et je suppose que 7K du coup est en train de travailler là-dessus, donc j'ai hâte de voir et éventuellement peut-être aussi d'essayer de mettre un petit peu les mains dans le cambouis. On a Echelon Market, cette fois-ci on enchaîne sur l'écosystème d'Aptos qui liste le XBTC sur son marché, hein. Donc on peut faire du prêt de l'emprunt autour de ce XBTC. Alors pour ceux qui le connaissent pas, hein, c'est comme le CBBTC de Coinbase, comme le KBTC de Kraken, sauf que là c'est celui d'OKX, voilà, c'est le Bitcoin wrappé de chez OKX, et c'est assez étonnant, mais ils essayent de s'implanter pas mal, je trouve, sur Aptos et sur Sui. En ce moment, il y a pas mal de campagnes sur ces deux écosystèmes, donc là, ils sont listés du côté de Echelon, et il y a aussi une pool de liquidité en ce moment sur Hyperion, donc c'est le DEX du moment sur Aptos, et c'est une pool de liquidité ABTC, XBTC, donc le XBTC, on vient de le voir, c'est celui d'OKX, et le ABTC, c'est celui d'Eco Protocol. Donc pareil, Eco Protocol, j'en ai déjà parlé depuis un bon moment, c'est un truc que j'ai un peu farmé. Avoir une pool avec deux versions de Bitcoin sur Aptos, pourquoi pas? Alors, faut avoir du BTC sur Aptos, faut avoir envie d'y aller, mais je trouve que la pool, elle peut être intéressante pour ceux qui farment encore un petit peu sur l'écosystème d'Aptos. J'ai pas de point airdrop pour aujourd'hui, et j'ai envie de faire aussi une petite auto-promotion, parce que j'ai travaillé littéralement des dizaines d'heures sur une vidéo sur mon autre chaîne, où je parle de jeux vidéo. J'ai abandonné le projet pendant un moment, mais j'ai commencé à travailler dessus en décembre, pour vous dire à quel point je me suis investi sur ce projet. Donc pour ceux à qui ça pourrait parler, c'est une vidéo où je retrace toute l'histoire qu'il y a autour du speedrun sur Origins, sur une des maps de Black Ops 2 en mode zombie. Et du coup, je me permets d'en faire une petite autopromotion parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Alors je sais qu'il y a peut-être une ou deux personnes grand max qui après cette vidéo vont aller la voir, mais c'est pas grave. Au moins pour la postérité, c'est fait. Voilà, je voulais faire ma petite promotion parce que je suis hyper fier de cette vidéo. Autre promotion, mais cette fois-ci pour GHZ, parce que honnêtement ça en vaut le détour. Il a fait un tableur d'arbitrage de funding rate. Donc les funding rate, vous le savez probablement, c'est les frais qu'on va récupérer ou qu'on va payer quand on va shorter ou parier à la hausse sur des plateformes de perpétuel comme Hyperliquid, Paradex, Vest et compagnie. Et du coup GHZ, il a fait un tableur où on peut voir en direct les funding sur plusieurs exchanges et voir s'il y a des arbitrages de faisables. Et alors il y a quand même 2-3 bugs de temps en temps. Tout à l'heure il y avait un bug sur un token, alors ça affichait un APR à 300% et en fait quand on voyait les funding il y avait clairement pas d'arbitrage de faisable, mais bon là il y a plus hard d'y avoir le bug, donc tant mieux. Voilà, c'est un tableur qui peut vous donner des idées évidemment, hein, il y a des opportunités d'arbitrage, mais souvent quand il y a des opportunités avec des gros APR, ça va pas toujours durer. Alors en ce moment on voit que les funding ils sont très négatifs sur Paradex. C'est pas dit que ça va tenir des heures et des heures, des jours et des jours, c'est possible, mais c'est un outil qui est quand même craqué, vraiment juste en un clin d'œil, on peut voir s'il y a des opportunités, et ensuite c'est à vous d'aller vérifier sur les exchanges, d'aller voir si vous pouvez mettre en place cette position, de vous renseigner s'il y a des frais, etc. sur les exchanges, blablabla, blablabla. J'ai déjà fait un tutoriel sur le delta neutre, mais cet outil, il est très 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 pratique, donc ceux qui font un petit peu de delta neutre ou quoi que ce soit, vous êtes obligés de mettre ça dans vos favoris. Non, pas de discussion, vous le faites maintenant, vous le mettez dans vos favoris, et il a même rajouté des graphiques récemment, on peut voir l'évolution des funding avec le temps, donc juste merci GHZ. Et ça, c'est un outil qui est gratuit. Quand je vois qu'il y a des gens qui font des formations à 4 chiffres, plus c'est gros, plus ça passe en fait. Si le prix de certaines formations était à 50 €, personne ne les prendrait, mais là c'est 1000 €, c'est une experte crypto machin truc, donc forcément ça vaut le coup, regardez, voilà, sinon elle le vendrait pas 1000 € si elle était pas street crédible. Bref, je m'éloigne un petit peu, mais voilà, il faut mettre de la lumière sur les gens street crédibles de cet écosystème de temps en temps. Merci GHZ.
Et oui, c'est pas parce qu'un contenu est payant qu'il est forcément nul, hein. Il y a des trucs qui sont payants et qui sont bien. Même si j'aime pas du tout les contenus payants, je peux quand même donner un exemple. Je trouve que la newsletter de Cryptomage, elle est pas excessive. Donc voilà, la newsletter de Cryptomage, c'est pas une arnaque. Mais il va pas vous la vendre à 1000 € par mois. Et à l'inverse, hein, il y a des trucs qui sont gratuits et qui sont complètement éclatés au sol. Peut-être qu'il y en a qui trouvent mes vidéos éclatées au sol, hein, vous avez le droit. Moi, j'ai mon avis sur certains autres créateurs de contenu. Enfin voilà, voilà, il faut tout pour faire un monde. Et comme on parle un petit peu de delta neutre, je suis tombé sur un truc un petit peu marrant. Voilà, on termine pas par un mème du jour, ouais, c'est un petit peu gamin, mais j'ai envie de terminer par une mini page drama parce que ça m'a titillé. Ça m'a titillé un petit peu. Il y a eu un post de Igo XBT, inconnu au bataillon pour ma part. Donc, il dit « Saurais-tu m'expliquer pourquoi 0xAigri nous fait des grandes analyses d'experts macro et se prend pour un grand trader depuis quelques temps alors qu'il n'a pas passé un jour en positif depuis exactement 6 mois, entre parenthèses, 180 jours, merci d'avance. » Et en dessous de ça, 0xAigri répond « À ça de découvrir le delta neutral, vraiment si on pousse un petit peu l'investigation, tu pourras trouver. » Et ok, admettons que ce soit du delta neutre, on le fait clairement pas de la même manière, je pense, hein, parce que là, il y a 2 positions d'ouvertes sur ce portefeuille, un short sur AAV en levier x5 avec une position à 150 $, mais comme c'est l'effet de levier x5, en réalité, il y a que 30 $ dessus, et un autre short sur Pendle en levier x5 avec même pas 100 $, et comme il y a de l'effet de levier, encore une fois, en réalité, il y a 20 $ de liquidité. Donc là, on est sur 2 positions qui valent 50 $ au total. Ok, admettons, hein, on peut faire du delta neutre avec de petits montants, même si ça va pas être ultra intéressant. Sur le papier, c'est théoriquement possible, et l'effet de levier, ça sert juste à augmenter un petit peu l'effet des fundings, même si c'est plus risqué. Par contre, si on fait de l'effet de levier comme ça, si on fait de l'effet de levier x5 pour faire du delta neutre, on va forcément mettre des take profit, des stop loss pour se sécuriser un petit peu. Et accessoirement, oui, là on voit qu'un seul exchange, il y a probablement un autre exchange sur lequel on va voir des positions inverses ou quoi que ce soit, mais voilà, actuellement, là, c'est pas un portefeuille de delta neutre, peut-être qu'il en a fait avant, et ça explique pourquoi il y a eu une grosse période où c'est descendu, et ensuite c'est plutôt plat depuis quelques mois, mais quand même, ça c'est pas des positions de delta neutre. Typiquement, ça, ce genre de position, pour moi, c'est pas du delta neutre, c'est juste pour farmer un petit peu de volume, pour garder un petit peu d'activité sur Hyperliquid, parce que du coup, là, j'ai l'outil de GHZ pour aller voir l'historique d'un potentiel delta neutre sur AAV et sur Pendle. C'est pas fameux, et même avec un effet de levier x5, là, sur 30 jours, a priori, on a un APR de 6% sur le delta neutre sur AAV, et même avec un effet de levier, du coup, ça ferait 30% APR, mais c'est 30% APR en prenant quand même beaucoup de risques, hein. L'effet de levier x5, être exposé sur 2 plateformes, qui dit effet de levier aussi dit plus de frais, donc je sais pas, je suis pas ultra convaincu par l'argument, et d'ailleurs, il y a un token hype de staker, hein, histoire de... Pour moi, ça va dans l'idée que c'est un portefeuille pour farmer, pour garder un petit peu d'activité, voilà le strict minimum sur Hyperliquid, un token hype de stake, 2 positions avec 50 $, histoire de, et on voit aussi dans les balances qu'il y a des positions en spot. Et il y a même 20 $ sur les vaults a priori, donc ça c'est pas un wallet de delta neutre, c'est un wallet de farm. Bref, on va pas s'attarder là-dessus plus longtemps, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.